Oh putain, il se passe quoi là? Attends, tu m'as déglingué le cerveau. Au début, j'aimais pas la lecture, ça m'intéressait pas. Enfin, j'aurais pu continuer du coup dans la partie ingénieur informatique. Si je prends un manuscrit dont le genre je n'ai jamais lu, je n'accepte pas. J'ai déjà travaillé sur un manuscrit que j'aimais pas du tout, je l'ai déglingué en fait. Merci en tout cas d'avoir envoyé la fiche récapitulative. Il y a Ouais. pas mal de choses à dire. Mais de rien. Sympa, non, j'ai beaucoup apprécié tout le parcours. C'est beaucoup plus scientifique que littéraire. Au départ, ouais. Au départ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai fait un bac technologique. Et puis après, c'était évident pour moi de partir sur... de continuer sur la technologie parce que l'informatique, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et j'ai continué en faisant un ingénieur informatique, donc prépa puis cycle ingénieur. Mais en fait, la littérature m'a toujours accompagnée, surtout pendant le cycle ingénieur, parce que ça m'a permis vraiment de faire des pauses en fait. J'étais vraiment tout le temps dans le travail. En plus de ça, j'ai fait en apprentissage mes 3 dernières années. Donc ça me permettait de sortir de mon quotidien. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment... Ça m'intéresse vraiment, quoi, de savoir aussi comment la chaîne du livre fonctionnait. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Mais sinon, au collège, au lycée, j'ai toujours adoré la littérature. J'avais mes meilleures notes de la classe en français, là, quand on devait faire pour le bac littéraire. Quel genre d'invention? Ouais, tout ce qui avait, tout ce qui était analyse de texte, etc. Ça, j'adorais. Donc, il y a toujours eu cette part, mais je me suis jamais dit, ouais, je peux en faire mon métier, parce que vu que j'étais dans l'informatique, bah, j'ai continué là-dedans. Ok. C'est quoi le déclic qui fait que tu te dis tu vas en faire ton métier? Alors, le déclic, c'était mon apprentissage. Ça s'est mal passé, j'ai eu une mauvaise expérience. Et là, je me suis dit, ok... je peux pas rester dans cette filière, je peux pas rester comme ça. Psychologiquement, ça allait pas du tout. J'ai fait un burn-out, enfin bref. Et là, je me suis dit, ok, je peux m'orienter vers quoi? Est-ce que j'ai la capacité aussi de faire un virage à 360, quoi? Je me suis dit, il y en a qui le font, pourquoi pas moi? Tout de suite, j'ai réfléchi et je me suis dit, la littérature, t'aimes bien ça? Quels sont les métiers en fait possibles dedans? Et tout de suite, j'ai pensé à la bêta lecture parce que j'en proposais déjà, mais en bénévolat via Discord. Et du coup, c'était devenu évident. Je me suis dit, ok, j'ai eu plein de retours positifs avec le bénévolat. Donc, pourquoi pas tester en version payante? Mais du coup, je me suis formée avant de proposer cette prestation-là. Et j'ai suivi une formation à l'EFLC, je ne sais pas si tu connais. L'école française de lecteur-correcteur. Et là, j'ai suivi une formation de 6 mois, de avril 2025 à novembre 2025. Il y a eu une pause entre deux. Et là, ça m'a beaucoup apporté, surtout les aspects de la bienveillance, etc. Et savoir comment... amener une critique, n'importe soit-elle, pour que ça soit constructif et pour que ce soit aussi bien pris par l'auteur. Parce qu'on touche quand même à son bébé, quoi. C'est très compliqué oui. pour en avoir déjà fait l'expérience, dire qu'on n'apprécie pas trop un ouvrage à une personne qui s'est beaucoup impliquée dedans. Ouais. C'est pas facile. comment est-ce qu'on fait pour passer comment est-ce qu'on shift d'une bêta lecture qui est bénévole à une bêta lecture qui est payante, parce que... C'était pas du tout la même méthode. Déjà, je me suis dit... alors, la première bêta lecture que j'ai faite, et surtout toutes les suivantes en bénévolat, c'était surtout... j'annotais le texte et je donnais mon avis, plutôt de lectrice lambda, alors que vraiment, quand j'ai switch côté pro. Là, il y avait vraiment, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Donc, il y a vraiment eu cette réflexion de quels livrables je peux apporter et qui peuvent être une trace réelle et de ce que j'ai pensé, en fait, de l'ouvrage pour aider l'auteur. Donc là, moi, sur la partie payante, en fait, je propose vraiment un accompagnement. Donc, j'analyse, je lis le texte et en fait, à la fin, il y a un Excel complet avec... des avis sur l'intrigue, sur le rythme, sur les personnages, sur les dialogues, sur la narration, et tout ça en fait avec pareil s'il y a des incohérences ou pas, chapitre par chapitre. Donc ça, c'est pas que le plus gros, mais du coup il y a vraiment cet aspect de j'analyse tout, et des fois je relis même des paragraphes plusieurs fois pour savoir si j'ai bien compris. Il y a vraiment cette lecture active que je n'avais pas en bénévole.
Et forcément, j'imagine que ça oblige un peu le fait d'avoir la prestation qui est payée, Ouais. Ah, oui. sérieux. Et puis, il faut vraiment que ça apporte quelque chose à l'auteur. Alors, des fois, j'ai eu des bêta-lectures où il y avait presque rien à redire et c'est incroyable, en fait, que j'ai ce type d'ouvrage dans les mains. Parce que tu te dis, mais là, c'est publiable, en fait. Il y a 2-3 trucs qui allaient pas, mais... c'est incroyable. Et parfois, non, il y a certains autres manuscrits sur lesquels j'ai dû apporter un peu plus d'expertise, on va dire. Ok, super. Bon, on en reparlera de ça plus tard. Ouais. Juste rétro-pédalo encore un peu. Ouais. Donc, le lycée, une appétence avec le français, mais moi, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir entre le cours de français en tant que tel et la littérature. On essaie de créer quelque chose qui se dit, mais en fait, chacun vit le livre de façon très particulière. Tout à fait. Toi, c'est quoi ton rapport au livre? Enfin, le premier souvenir que tu as d'un livre et que ça t'a accompagné durant tes années de prépa, mais encore avant. Encore avant, alors la première saga que j'ai lue, par exemple, c'était Le Pays des Contes de Chris Colfer. Celle-là, elle m'a vraiment accompagnée. C'était les premiers gros livres que je lisais. Ils faisaient 500 pages. Et au début, j'aimais pas la lecture, en fait. Ce qu'on voyait à l'école, même en primaire, c'était pas forcément... Ça m'intéressait pas. Et là, tout de suite, quand je me suis mise là-dedans, j'ai été prise et c'était vraiment... comme si je m'étais téléportée et que je vivais l'histoire à côté des personnages. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça le pouvoir du roman, quoi. Donc, c'est là que j'ai pris goût. Après, j'ai dû abandonner parce que j'avais plus le temps avec mes études. Et puis, j'ai repris avec, finalement, pendant mes études parce que c'était un peu mon oxygène, quoi. Et donc, je deviens bêta-lectrice en 2025. Ouais. Comment déjà, la première question, c'est est-ce que tu avais d'autres choix? Donc, tu t'es dit, ok, j'arrête mon taf d'ingénieur. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? Est-ce que tu aurais pu faire autre chose? Ou bêta-écrit, c'est vraiment... Non, c'était la seule option. Okay. Enfin, j'aurais pu continuer, du coup, dans la partie ingénieur informatique. Mais c'était inenvisageable. J'étais vraiment dans une période très sombre. Et c'était ma seule échappatoire, on va dire. Donc... pour moi, c'était ça ou rien. Ou alors, dans ces cas-là, je pouvais partir sur un métier plus alimentaire. J'ai préféré me lancer et voir comment ça se passait. Et est-ce que tu as un souvenir de la toute première bêta-lecture que tu as faite professionnellement? Oui, alors c'était... Une anecdote peut-être. Comment? Une anecdote peut-être. Oui, une anecdote. Alors déjà, j'étais en pleine formation, c'était en juillet 2025. J'étais en pleine formation pour la partie correction. Camille, si elle passe par là, m'a contactée pour savoir si je peux proposer déjà de la bêta-lecture. Je lui ai dit que j'en proposais, mais que j'avais pas encore terminé la totalité de ma formation. Elle m'a dit « Ah non, mais c'est pas grave. » Et en fait, on a discuté, elle m'a présenté son projet. J'ai dit « Bah allez, pourquoi pas ?» Je lui ai fait le devis. Alors, c'était un assez gros devis. Là, je me suis dit « Mais jamais ça va passer. » Pour moi, c'était inimaginable. Et tout de suite, elle l'a signé, elle me l'a renvoyé 30 minutes plus tard. Elle m'a dit « C'est bon, allez, on se lance. » Là, j'y croyais pas. Je me suis dit « Mince, il y a quelqu'un qui me fait confiance pour une bêta-lecture payante. Cool. » Un peu de pression, mais beaucoup d'excitation. Et en fait, ça a roulé tout seul. Et c'est ce manuscrit-là que je me suis dit, mais c'est incroyable que j'ai le droit à ce genre de manuscrit en bêta-lecture. La plume était incroyable. Par contre, du coup, il y a certaines choses qu'on a dû retravailler. Mais toute la collaboration était super. Et pour une première expérience, là, je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Surtout avec ses retours, quand elle me disait que j'étais vraiment bienveillante dans mes retours. Alors, des fois, je faisais des commentaires hilarants parce que dans mon travail, je fais aussi des commentaires, alors autant sur la technique que sur mon ressenti réel pendant la lecture. Et donc, non, on a beaucoup accroché et maintenant, on est resté en contact aussi. Ok. Mais du coup, donc beaucoup de pression. Ouais. Mais comment est-ce qu'on trouve la légitimité? Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de l'imposteur un peu qui arrive? Si. Et dès le début. Et en fait, ce qui aide, moi en tout cas dans mon cas, c'était... je fais une enquête de satisfaction à la fin de chacune de mes prestations. Et du coup, le fait d'avoir leur retour et de voir que sur chacun des points, en fait, ils sont satisfaits, c'est rassurant. Et c'est là que je me dis, OK, je fais bien mon travail, quoi. Et là, du coup, ça fait 1 an que j'ai ouvert mon entreprise. Je me lance dans d'autres projets et j'ai plus confiance en moi aussi. Ouais. Mais j'imagine que ça vient avec l'expérience. Ah oui, carrément. Est-ce que tu sélectionnes un peu, est-ce que tu as je pense que c'est un luxe, est-ce que tu as le luxe de sélectionner les manuscrits qu'on t'envoie ou est-ce que tu les prends?
en plus? Je pourrais, mais non, en fait, alors déjà, il y a un truc qui est fait, pas moi-même qui fais le tri, mais je veux dire, on me contacte sur les réseaux sociaux et dès que je transfère ma grille tarifaire, tout de suite, alors j'ai typiquement le message ah bon, c'est pas gratuit? Non, c'est pas gratuit, c'est un métier. Après, j'ai un message ah oui, mais c'est trop cher. Bon, bah, ok, bah, c'est pas grave, tant pis. Ou alors, je préfère quelqu'un qui me dit, en fait, ah bah non, moi, j'ai pas les moyens, je reviens vers toi quand c'est possible. Et déjà, là, ça fait un premier tri. J'élimine, en fait, sans le vouloir, enfin, ça se fait naturellement, les personnes qui, soit n'avaient pas envisagé le budget, soit qui veulent pas investir dedans. Donc déjà, ça fait un premier tri. Le second, c'est en fait, il passe sur mes réseaux sociaux et du coup, tout de suite, il voit qui je suis à travers les posts que je fais. Et soit ça accroche, soit ça accroche pas. Et généralement, les personnes qui me contactent, pour le moment, j'ai jamais eu de problème. Tout s'est toujours bien passé. Autant sur la bêta lecture que sur la partie gratification, du coup. Tu reçois les premiers manuscrits, enfin, tu reçois un manuscrit Oui. par mail, j'imagine? Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait après qu'il y aura une bonne bêta lecture? C'est quoi globalement ta méthode? Ma méthode alors déjà, oui, je reçois le manuscrit par mail. Soit la personne, et c'est ce que je préconise, mais moi, dans tous les cas, via mes conditions générales de vente, par exemple, en fait, je dis que le manuscrit appartient à la personne. Il y a vraiment une question de propriété intellectuelle. Donc ça, leur manuscrit est protégé. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent le protéger avec l'INPI. Et je le conseillerais toujours. Donc ça, vraiment, c'est la première étape. Après, ma méthode de travail, ça va être... je prends le manuscrit, je fais un planning prévisionnel. Donc là, je vois en fonction des chapitres et en fonction du temps qu'on avait alloué. Parce que vraiment, quand je crée le devis, je fais une estimation du temps à passer dessus. Et une fois que ça c'est fait, j'envoie le planning prévisionnel au client. Et puis, il le valide ou non. Généralement, oui, il n'y a pas de problème, il valide. Et puis, tout de suite, arrive le moment de la prestation. Je me mets dessus et là, je lis. Je lis activement. Donc, je peux prendre des notes ou alors je vais mettre des commentaires. Et après, en fait, à chaque fin de chapitre, je passe sur l'Excel. Là, je fais un résumé du chapitre pour savoir si j'ai bien compris. Si vraiment il y a des trous ou si vraiment je vois qu'il y a des moments où je ne suis pas sûre de ce que je dis, je retourne pour voir si c'était clair ou pas. Ça me permet aussi de savoir si j'ai compris, si j'arrive à synthétiser. Et puis après, là, je passe à l'analyse. Donc, en fait, je complète par rapport à l'intrigue. Est-ce que le rythme, il est clair? Est-ce que le rythme est fluide? Est-ce que l'intrigue est claire? Personnage, dialogue, etc. On passe tout. Et je vois s'il y a des incohérences aussi dans le chapitre. Ça peut être en lien avec un chapitre précédent. Imaginons, je sais pas, il se passe quelque chose dans le chapitre précédent. Le personnage, il se prend un coup de couteau dans la jambe. Le chapitre qui suit, il arrive à marcher normalement, il n'y a pas de problème. Là, je vais dire attention, il y a une incohérence par rapport au chapitre précédent. Du coup, il y a vraiment cette analyse qui est faite par chapitre, mais qui sont en lien avec les chapitres précédents. Et après, à la fin, une fois que j'ai tout analysé, là, je fais un récapitulatif de ce que j'en ai pensé. C'est très important aussi de dire, je trouve, en tout cas pour ma part, si j'ai aimé ou pas l'histoire, qu'est-ce qui étaient les points forts, les points faibles. Après, aimer l'histoire ou pas, j'ai déjà travaillé sur un manuscrit que j'aimais pas du tout, mais c'est pas pour autant que je l'ai déglingué en fait. Il y a vraiment cet aspect de, ok, le but c'est de faire une critique positive, constructive. Du coup, même si j'ai pas aimé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de points positifs qui pouvaient plaire à d'autres personnes. Donc je vais faire vraiment une analyse et puis à la fin, rapport récap, et j'envoie tout ça au client. Donc avec le manuscrit à noter aussi. Comme ça, il y a vraiment tout. Et j'ai un code couleur avec, à savoir, j'ai des commentaires qui sont plus orientés analyse, j'ai des commentaires qui sont plus orientés correction, parce que du coup, sur la partie bêta lecture, je dis attention, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui passe par des correcteurs, surtout si on passe en maison d'édition après. Attention, là, par exemple, c'est pas un tiré quadratin, tu devrais le changer. Ça va être ce genre de conseil. Et puis après, il y a le commentaire lectrice. Donc là, ça va être... oh putain, il se passe quoi là? Tu m'as déglingué le cerveau ou un truc du genre. Et ça, généralement, les auteurs apprécient aussi ce côté spontané. Oui, bien sûr. Un peu comme sur Wattpad, par exemple. Ouais, tout à fait. Ça pourrait l'air de prendre beaucoup de temps. Oui, c'est très chronophage. À peu près, c'est combien de temps mes manuscrits par semaine?
plus mes manuscrits par semaine. Alors généralement, je travaille 3 jours par semaine, presque 4 sur un manuscrit. Et le reste du temps, ça va être la gestion des réseaux sociaux, donc de la création à la publication. Et puis, ça va être aussi tout l'administratif avec. Donc il y a vraiment 3-4 jours qui sont dédiés à mes clients. Et globalement, quand tu construis donc il y a ta méthode, est-ce que tu fais plus fonctionner donc ton intuition, tu as dit que parfois tu réagis ça à chaud, ou ta méthode par rapport à ton diagnostic final? C'est-à-dire que, en gros, est-ce que selon toi, il y a des critères objectifs qui vont permettre d'écrire un bon livre ou pas? Ou est-ce que c'est toujours juste une question de subjectivité? Pour moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, t'es pas obligé d'aimer le manuscrit pour que ça soit un bon manuscrit. Pour moi, si tu remplis les cases du style ton personnage est intéressant et bien construit, si tu as un rythme fluide, donc un bon équilibre entre description, narration, dialogue, si tes descriptions sont immersives, tous ces trucs-là, même si l'histoire ne me plaît pas, ça fait une bonne histoire, ça fait un bon manuscrit. Du coup, j'ai plutôt analysé là-dessus. Et après, il y a une partie, effectivement, dans mon analyse, mais ça, c'est à part, du coup. C'est vraiment mon ressenti personnel. Donc, il y a bien la distinction des deux, même si, du coup, dans ma prestation, il y a les deux qui sont exposés. Est-ce qu'on prend autant de plaisir à lire un livre normal, après à se triturer autant la tête, à essayer de tout... C'est une bonne question, ça. Non. Alors... Oui et non, j'arrive à faire la distinction entre mes lectures personnelles et mes lectures professionnelles. Je lis pas de la même façon. C'est vraiment, je mets mon cerveau en pause et puis ça lit tout seul, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, il y a une déformation professionnelle. J'ai perdu en vitesse de lecture. Et des fois, en fait, sans le vouloir, j'analyse. Là, c'est très fatigant parce que le cerveau, du coup, se met en analyse tout seul. Et là, on profite beaucoup moins de la lecture. On voit même des choses qui sont passées au travers des mailles de la maison d'édition. Pas grave, hein, ça arrive. Et puis, surtout... vu la chaîne et vu comment on est payé, je comprends que ça soit passé au travers. Du coup, il y a vraiment ce côté j'analyse, mais j'arrive quand même à prendre du plaisir. Et est-ce qu'il y a déjà une bêta lecture qui s'est mal passée? Non. Non. À part la bêta lecture que du coup j'ai pas aimé le livre, là c'était très dur de continuer la bêta lecture parce que faut se motiver en fait faut suivre le planning et c'est vrai que c'est très compliqué dans ce cas-là. Mais après non, c'est la seule expérience que j'ai eue qui était un peu compliquée. Et comment tu annonces à cette personne-là que tu n'as pas que j'ai pas aimé? Alors là, c'était avec une maison d'édition indépendante. Okay. Donc ça allait, j'avais pas l'auteur en direct. Mais tout de suite, dans mes retours, j'ai bien dit... c'était une romance feel good. Je lui ai dit voilà, je pense en fait, j'aime pas ce genre de roman. C'est trop feel good pour moi. Il faut que ça soit un peu plus trash. Mais sinon, non, l'histoire était, pour quelqu'un qui lit de la romance feel good, c'était bien écrit. Et globalement, dans tes clients, donc est-ce qu'ils s'adressent plus à des maisons d'édition ou d'auto-édition? Et toi, qu'est-ce que tu conseilles? Alors j'aurais dit 50-50. J'ai autant des auteurs qui partent en maison d'édition que d'autres qui s'auto-publient. Et puis, il y en a certains, en fait, qui veulent partir en maison d'édition, puis qui finalement se disent « Ah ouais, mais soit j'arrive pas... » Enfin, personne ne me répond, du coup, je m'auto-publie. Soit « Ah oui, mais en fait, j'ai pas la main sur tout en maison d'édition. » Donc, et moi, à chaque fois, je les préviens. « Ok, vous voulez faire quoi? On en discute. » Et il y a vraiment cet aspect de je montre les côtés positifs et négatifs des deux côtés parce que les deux chemins sont bien. Je n'ai pas forcément de préférence, ça dépend de chaque profil, je dirais. Ok, et toujours dans cette partie un peu de compréhension, comment ça se passe, on dit souvent que tout se lit à la première page, la première phrase. Je pense que c'est vrai. Non, moi je pense pas que c'est vrai. Parce que généralement c'est le plus compliqué à écrire. Et en fait, moi je dirais, pour être convaincu que c'est quelque chose qui fonctionne, il faut lire au moins les 5 premiers chapitres. Il n'y a vraiment pas tout qui se passe dans les premières lignes. Okay. En tout cas, mon point de vue. Et comment les réussir, les 5 premiers chapitres? Est-ce qu'il y a un conseil? Il faut vraiment accrocher le lecteur tout de suite. Que ça passe par un élément déclencheur tout de suite. Pour moi, il faut un élément déclencheur. Pour lancer l'intrigue directement et que ça soit lancé dans les premiers chapitres parce que sinon, si on attend plus, le lecteur peut décrocher rapidement. Du coup, est-ce que ça serait ça la plus grosse erreur? Ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu identifies dans les premiers chapitres et tu te dis ok, bon, il va falloir retravailler ça? Non, généralement, ça, en tout cas sur les manuscrits sur lesquels j'ai travaillé, ça, j'ai pas eu de problème. J'ai jamais eu d'histoire où vraiment ça se lançait lancement. Alors attention, je parle
5 premiers chapitres, mais en réalité, ça dépend combien les chapitres font en termes de pages. Parce que si le chapitre il fait 3 pages, bon, bah, faudra peut-être 10 chapitres. Mais en tout cas, oui, dans les premiers pourcents du livre. Et après, je dirais les personnages, s'ils sont mal construits, ça, c'est un très, très gros point qu'il faut retravailler. Et ça se voit dès le début, ça? Ah ouais, ça se voit dès le début. Si le personnage, même, enfin, en fait, tout. Je veux dire, si les dialogues sont pas naturels, ça se voit. On a beau le lire 10 fois dans tous les sens, on se dit, mais personne n'aurait pu dire ça dans la vraie vie, quoi. Ça manque de crédibilité. Les personnages, un personnage qui est mal construit, là, on se dit, mais pourquoi il réagit comme ça alors que là, il réagit comme ça? Donc, en fait, tout manque de crédibilité. Donc là, en fait, le lecteur va quitter. Il va fermer le livre, il va se dire, ok, c'est bon. Et ça, tu le formulerais comme ça sur ton Excel? Tu dirais ça manque de crédibilité, ou est-ce que tu trouves Non, faut le retourner. Ça dépend. Par exemple, si le personnage est mal construit ou pas assez approfondi, dans ce cas-là, je vais conseiller de développer un peu plus les émotions du personnage, par exemple. Que ça soit plus explicite, qu'on comprenne mieux ce que lui ressent. Si, par exemple, c'est les émotions qui manquent. Si on voit qu'il n'est pas assez approfondi dans son caractère, il n'a pas un caractère, enfin, on ne reconnaît pas dans un chapitre, ou même dans la totalité du manuscrit, il est fade, là, il faut totalement le retravailler. Et à chaque moment où il apparaît, ou alors si c'est son point de vue sur la totalité du manuscrit, il faut glisser des moments où on sent que c'est lui, soit dans sa façon de parler, soit dans sa façon dans la narration. Donc, c'est tout un travail de fond. Du coup, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as identifiées généralement et des conseils? Plein d'erreurs. Des erreurs comme ça. On peut les lister. Encore une fois, les personnages, si les dialogues, faut les lire. Moi, alors, un conseil, faut les lire à voix haute. Parce que ça, vraiment, ça casse la lecture. Si on se dit, non, mais c'est pas possible que quelqu'un dise ça, ou en tout cas le formule comme ça, c'est rédhibitoire. Après, pour avoir un bon rythme, il faut vraiment avoir l'équilibre entre la narration, la description et les dialogues, comme on disait tout à l'heure. Faut voir, en fait, il faut regarder, ok, dans ce chapitre-là, combien de pourcents j'ai de chacun. Si on voit que c'est bien équilibré, il n'y a pas de souci. Puis il faut que ça soit, pareil, en termes de rythme, on peut parler de l'équilibre entre les scènes sur la totalité du manuscrit. Est-ce que j'ai beaucoup de moments de creux? Est-ce que ça sert à l'histoire ou pas? Dans ces cas-là, sinon, on supprime le chapitre. On ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de... Oui, ça fait mal, et je suis d'accord, mais si le chapitre ne sert à rien, il ne sert à rien. Ça aussi, c'est un conseil que je donne. Il faut que chaque chapitre apporte quelque chose à l'histoire. Si un chapitre n'apporte rien, il faut le supprimer. Ça fait l'écriture en plus pour rien. Le lecteur va être là en mode pourquoi je lis ce chapitre-là? Après, ça peut être très subtil. On peut avoir une légère information qui passe comme ça pour la fin, pour la scène finale, on va dire. Mais vraiment, Modeste is more un peu, j'ai l'impression. Non? Oui, c'est ça. C'est l'impression que j'ai aussi généralement. Tu dis principalement dark romance, fantasy, c'est romance, peut-être. Surtout, alors, moi, personnellement, je lis la fantasy ou dark fantasy. Mais pour mon travail, c'est beaucoup de dark romance et beaucoup de... Là, j'ai quelques fantasy aussi qui sont arrivées. C'est vrai que la dark romance, alors j'en ai lu quelques-unes personnellement pour que je puisse connaître quand même le style, le genre et voir ce qui se passe à l'intérieur aussi, c'est important, surtout pour faire une critique. Ouais, c'est surtout ça que je fais. La romance aussi, oui. Ok, mais par rapport à la dark romance, même si ça a aujourd'hui assez mauvaise presse, comment est-ce que tu fais pour faire une bêta lecture, pour peut-être même essayer de redonner un peu une bonne image de la dark romance? Alors là, on va... Justement, moi, je suis partisane que la dark romance, il faut vraiment que ça soit le fond qui soit dark et pas la romance en elle-même. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. La romance peut être dark, mais il ne faut pas que ça dépasse la limite du consentement. Et du coup, c'est surtout sur ces points-là que je vais travailler. Là, c'était bien parce que le premier manuscrit sur lequel j'ai travaillé, c'était défini comme une dark romance. Finalement, on l'a recatégorisé comme une dark academia dans un premier temps. Mais il y a vraiment un fond de dark romance, on va dire.
Et c'est vrai que par contre, on a appuyé sur le fait de non, il faut que le consentement soit présent. Pareil, sur une autre dark romance, on a travaillé là-dessus aussi. En tout cas, sur les dark romances sur lesquelles j'ai travaillé, c'était vraiment du soft. Il n'y avait pas de violence entre les personnages principaux. C'était pas le but. C'était vraiment sur un fond, on va dire, avec de la mafia, ce genre de choses. Ouais, ok, je vois. Typiquement de la dark romance, quoi. Ouais. Mais sans la violence entre les personnages. Ok, mais du coup, tu dis que t'en as lu un peu avant Oui. de commencer à faire des critiques. Est-ce que par exemple, demain, je t'envoie un thriller ou de la science-fiction? Je sais pas J'en ai si... lu aussi, oui. Ok, quel genre par exemple tu n'as pas lu? En fait, la question c'est est-ce que tu te dirais ce genre-là avant d'accepter ou est-ce que tu accepterais directement le roman? Tu te dirais, ok, j'ai déjà Non, d'expérience sur la fantasy, je peux me permettre d'aller sur l'historique par exemple. non, Non. non. Sinon, en fait, le souci, c'est si je prends un manuscrit dont le genre, je ne l'ai jamais lu, Mhm. je n'ai pas les codes du genre et je pourrais absolument pas faire une critique constructive. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, je n'accepte pas. C'est pour ça. Mais sinon, moi, de mon côté, je lis beaucoup. Je lis aussi un peu de tout. Donc, thriller, ça en fait partie. Romance à suspense. Je lis aussi, alors un peu moins de science-fiction, mais j'en ai lu. Mhm. Donc, en soi, je connais les codes. Mais par exemple, un essai, là, ça va être un peu plus compliqué. Autant sur la correction, pourquoi pas, autant sur la bêta lecture, non. Mhm. Ça, j'apporterai rien de plus, en fait. Ouais. Mais du coup, vu que tu maîtrises tous ces genres-là, est-ce que tu as aussi un peu un esprit analyse de marché éditorial Oui, quand tu fais ça, de la oui, je critique? pense. Ouais, et à quel point ça fait partie de la critique, enfin de l'analyse en tant que telle? Ça va vraiment être à la fin. Je me Mhm. demande, une fois que j'ai lu tout le manuscrit, il y a vraiment cette question de est-ce que ça peut intéresser les éditeurs? Mhm. Et est-ce que c'est publiable en l'état? Ou est-ce que le marché actuel sera intéressé par ce genre d'histoire? Il y a vraiment ces aspects-là que je prends, mais c'est vraiment à la fin de l'analyse que je me dis, ok, est-ce que ça rentre dans une catégorie d'une maison d'édition? Et surtout, est-ce que le marché actuel est orienté là-dessus ou pas? Parce qu'il y a vraiment des tendances. Là, par exemple, il y a eu la tendance des dragons. On a eu les tendances des dystopies avant avec Hunger Games, Divergent. Il y a vraiment des périodes pour sortir les livres. Là, pour le moment, en tout cas, les manuscrits que j'ai lus rentraient dans la tendance. Donc, j'ai jamais eu le cas de ouais, mais là, ça va pas fonctionner. Ouais. La tendance d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors ça dépend. Dans la fantasy, là on est encore sur des dragons, mais je pense qu'on part un peu plus sur tout ce qui est maritime. Il y a beaucoup de romances, de fantasy, pardon, qui sortent sur des pirates, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça commence à arriver là. Et puis non, sur la romance, après, ça dépend. Il y a de la romance de tout. Là, il y a de plus en plus de romances à suspense qui sortent. Et de la dark romance, généralement, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. Enfin, le fond, pas l'histoire en elle-même, mais le fond. Du coup, toi, est-ce que parfois tu fais un peu ces analyses de marché, d'édition, ou c'est Pour juste mon en plaisir fonction de ce que tu lis? personnel, ouais. Ok. C'est plus personnellement, je vois les sorties, je vois que j'aime lire, et puis je me dis ok, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas en ce moment. Là par exemple, il y a Alchemist qui est sorti, il y a une autre fanfiction un peu avec Drago et Hermione qui sort, qui là justement va ressortir. Éditée officiellement? Alors non, justement, elle a été retravaillée comme Alchemist. Ça peut pas sortir comme ça, c'est pas autorisé. Parce que là, sinon, les droits d'auteur, ça va être compliqué. Mais du coup, la fanfiction est totalement retravaillée par la maison d'édition avec l'auteur. Et là, ça sort avec, on va dire, une nouvelle histoire, quoi. Enfin, je veux dire, l'histoire reste la même, mais c'est vraiment les personnages et l'univers qui va changer. Ouais. Donc, un gros travail de fond, quand même. Un gros travail de fond, ouais. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton avis globalement sur l'édition française? Parce qu'il y a beaucoup de critiques. Si toi, tu devrais tirer un diagnostic global, ça serait quoi? C'est très compliqué de se faire éditer en maison d'édition, je trouve. Après, ce que je comprends, hein, c'est le principe d'une entreprise. Il faut qu'il soit rentable, parce que s'il mise sur un auteur dont c'est son premier roman, forcément, ça risque d'être compliqué de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, il y a un pari. Donc, je comprends tout à fait que les maisons d'édition soient frileuses. Après, je trouve que l'auto-édition est de plus en plus choisie. Parce que vraiment, il y a cet aspect de je peux vraiment gérer de A à Z mon manuscrit. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Et puis, alors, en plus de ça, il y a les maisons d'édition à compte d'auteur, à compte d'éditeur, indépendantes, participatives. C'est vrai qu'en tant qu'auteur, ça peut être compliqué de s'en sortir.
et de tout comprendre et de pas se faire piéger parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui jouent là-dessus, à savoir qui promettent justement une publication à l'auteur et qui finalement, c'est pas une maison à compte d'éditeur, mais plus à compte d'auteur. Donc il y a tout cet aspect-là aussi que je prône dans mon accompagnement. C'est ok, attention, il faut savoir en fait quel type de maison d'édition existe pour pas se faire piéger. Mais sinon c'est assez, je dirais que c'est assez tendu et surtout il y a tellement de romans qui sortent tous les mois, on sait même plus où donner de la tête. Il y a un peu une surproduction. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui manque selon toi aujourd'hui aux auteurs pour se professionnaliser justement? Et est-ce que c'est un problème d'information? Est-ce que c'est un problème d'accompagnement? Je pense que l'accompagnement, ça joue beaucoup. Moi, en tout cas, à partir du moment où on prend une prestation chez moi, il y a vraiment ce côté accompagnement qui est compris dedans. La personne peut venir m'écrire à n'importe quelle heure de la journée. Dès que je peux, je réponds. Et il y a vraiment ce côté... par exemple, en auto-édition, je vais aider à choisir aussi le titre. Je peux aider à sélectionner la couverture. Le but, c'est de ne pas se sentir seul parce qu'en tant qu'auteur, c'est compliqué. Et d'être un point de référence aussi. Donc moi, personnellement, je prends parti j'accompagne les auteurs parce que ça me passionne, mais aussi parce que c'est important. J'ai l'impression quand même que c'est un marché qui est très vaste et qui est en développement. Oui, tout à fait. Surtout en indépendant. Là, quand je faisais ma formation pour devenir lectrice-correctrice, il y avait énormément de personnes qui s'étaient lancées dans cette formation. Et en fait, on nous expliquait que la plupart des correcteurs étaient indépendants. Et que les maisons d'édition, en fait, il y en avait très peu qui travaillaient en interne. Donc, c'est en pleine expansion pour les indépendants. Mais en même temps, c'est très peu connu du grand public. C'est-à-dire, moi, dans mon entourage, il n'y avait personne qui connaissait ce métier-là. Et c'est parce que je me suis intéressée au sujet que je suis partie là-dedans. Si tu n'as pas peur à un moment qu'on atteigne un peu une saturation de... Si, c'est inquiétant. Mais en vrai, moi, ça m'inquiète. Alors, c'est inquiétant parce qu'il y a plein de gens qui viennent et c'est pas cadré. Je veux dire, il y en a qui se lancent en indépendant et qui disent que c'est professionnel alors que finalement, leur prestation n'a pas été réfléchie, n'est pas complète. Là, c'est un réel problème parce que c'est un peu une arnaque pour l'auteur, on va dire. Donc ça, c'est inquiétant. Par contre, je ne me sens pas... Je me sens pas menacée. Parce que là, par exemple, j'ai différentes collègues, on va dire ça comme ça, indépendantes qui font le même métier que moi. Et pourtant, on est très complémentaires. On ne propose pas du tout la même prestation, même si sur le fond, on fait la même chose. On a différents types d'analyses et c'est justement hyper enrichissant. Et puis moi, je pense qu'il y a une vraie question d'approche humaine, c'est-à-dire qu'il y a un fit et un feeding qui doit se faire entre son auteur et son bêta-lecteur. Et du coup, il peut y avoir autant de bêta-lecteurs qu'il y a de caractère humain. C'est ça. Moi, par exemple, je sais que j'aimerais un bêta-lecteur qui serait dur pour mon roman. J'aime pas forcément qu'on me rose dans le sens du poil. S'il y a une critique à faire, on me la fait. Là où il y en a d'autres qui, par exemple, veulent qu'on chérisse un peu son roman parce qu'en effet, c'est son bébé et que... Oui, c'est ça, mais il y en a plein. Et après, on essaye tous, en tout cas, j'espère, d'être bienveillants. Mais qui dit bienveillance ne dit pas forcément brosser dans le sens du poil. Ça, c'est hyper important de le prendre en compte aussi. Mais oui, je suis d'accord qu'il faut vraiment que ça fitte. Et en tout cas, moi, si je sens pas cette connexion avec l'auteur, ça risque d'être compliqué. Mais généralement, ça se sent direct, par mail ou alors par appel, tout de suite, ou par message même sur TikTok ou Instagram. Ça se ressent. Ça se ressent. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour trouver constamment de nouveaux auteurs? Est-ce que quand on est indépendant, il n'y a pas la crainte de se dire « Ok, là, j'arrive peut-être un peu à bout, j'en trouve pas ». Comment tu vis ça? Ça, c'est angoissant. C'est angoissant parce que y a toujours cette crainte de « Ok, là, je sais que j'ai 6 mois sur lesquels je suis prise. Est-ce que dans 6 mois, je vais pas me retrouver sans rien, quoi. Et même s'il y a plein de personnes qui écrivent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas prévu de budget pour cette partie-là, soit pour la bêta-lecture, soit pour la correction. Ou alors, là, ça devient compliqué même financièrement pour tout le monde, vu l'état actuel des choses. Le prix de l'essence. Vu le prix de l'essence, ça, c'est vraiment un sujet. Donc, s'il y a vraiment ce côté de... Déjà, toute l'économie, ça fait peur. Et savoir que les gens sont dans le même cas de figure que nous, finalement.
on se dit, est-ce que ouais, je vais trouver du travail dans 6 mois, quoi. 6 mois, c'est un exemple. Ça peut être 3 mois, comme un an. Ou... La difficulté, surtout, je pense, moi, quand j'entends la parler, et même je faisais la réflexion, Mm. c'était que, donc là, par exemple, on est pris sur des 6 mois à venir. C'est-à-dire que pendant les 6 mois, on ne va pas avoir de nouvelles commandes parce que généralement, la personne ne va pas prendre une bêta lecture. Si ça sera commencé seulement dans 6 mois, elle va les prendre, celle qui est immédiatement disponible. Ça dépend des clients. Si par exemple, il y a le feeling qui passe bien, là, tout de suite, la personne, elle est prête à attendre. Ok. Par contre, s'il n'y a pas le feeling, mais que la personne cherchait quelqu'un de compétent, ou alors se baser sur le budget, dans ces cas-là, oui, elle va peut-être partir sur soit un budget plus bas, soit quelqu'un qui est disponible dès demain, par exemple. Ok, mais dans la lignée de cette question, moi j'ai l'impression que, enfin, souvent quand je parle avec des auteurs, des bêta-lecteurs, souvent des personnes qui sont assez introverties. Oui. Et ce que je comprends, la lecture, c'est une activité qui est assez solitaire, qui est réflexive et contemplative. Et pourtant, j'ai l'impression que ton activité à toi de bêta-lectrice et d'activité d'autrice et d'auteur est une activité qui est fondamentalement sociale et qui demande de grosses compétences sociales pour à la fois vendre son livre, pour à la fois trouver des clients et développer son réseau, et peut-être même plus qu'ailleurs. Donc comment est-ce que toi, tu arrives à développer ton réseau et c'est quoi les conseils que tu peux donner? Alors moi, c'est surtout avec les réseaux sociaux. C'est là que j'ai eu mes premiers clients, et c'est en trouvant, en réfléchissant à un concept qui était assez récurrent. Donc sur ma chaîne, ça va surtout être de la plume à manuscrit, je donne des conseils d'écriture. Et là, tout de suite, les gens, à travers les vidéos, en fait, voient comment je m'exprime, comment je suis, parce que j'essaye d'être le plus naturel possible, même si c'est pas forcément évident, il y a le montage et tout. Et du coup, généralement, les gens viennent pour ça, parce que ils ont bien aimé, on va dire, l'énergie que je dégage. Donc ça s'est fait plutôt naturellement. Après, j'ai des maisons d'édition, pareil, qui m'ont contacté, alors des maisons d'édition indépendantes plutôt, qui m'ont contacté pour travailler ensemble, mais de façon indépendante. Et dans ce cas-là, c'est eux qui m'ont contacté. J'ai déjà essayé de prospecter, mais c'est vrai que c'est un peu plus délicat parce que moi déjà, j'aime pas qu'on vienne me déranger non plus. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui vient dans mes réseaux me disant hey, viens lire mon livre sur Amazon. Non, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, je serais venue en fait. Donc, je préfère justement, on va dire, pêcher plutôt que chasser. Voilà. C'est-à-dire, j'ai un peu du mal à comprendre la pêcher, nuance. c'est plus, je mets, avec mes réseaux sociaux, tu vois, imaginons, je pêche. Donc, en fait, je mets des petits appâts et puis ça accroche. Alors que chasser, c'est vraiment, là, je vais prospecter, je vais appeler, je vais envoyer des mails. Mais en fait, dans mon cas de figure, c'est plus, si je veux travailler avec des maisons d'édition, que travailler avec des auteurs. Je préfère justement qu'ils viennent me voir plutôt que d'aller les voir parce que c'est plus compliqué. Ou alors je vais répondre dans ces cas-là sur les réseaux. Il y a certaines personnes qui proposent, qui sont en recherche de bêta-lecteurs, ce genre de choses. Là, dans ces cas-là, je réponds en commentaire. Mais c'est vrai qu'aller voir la personne, c'est beaucoup plus délicat. Ouais. Surtout pour mon métier, en fait. C'est toute la difficulté de ce qu'on appelle le B2C, donc business to customer, aller chercher une personne. Moi aussi, je me souviens, j'ai essayé un peu, mais toujours avec des douches froides à la fin. C'est ça. Non, ça m'intéresse pas. Ou alors, je serais venue vous voir si ça m'intéressait. Ouais, c'est ça, toute la difficulté. Mais du coup, toi, tu as eu des partenariats avec des maisons d'édition. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu fais pour les trouver? Alors là, c'est la maison d'édition. Enfin, je travaille avec 2 maisons d'édition. Une maison d'édition qui s'appelle Hariken. C'est une petite maison d'édition sur Paris qui fait surtout, comment on appelle ça, des BD ou des mangas pour enfants. Donc là, je vais surtout corriger des maquettes, faire de la bêta lecture aussi sur les maquettes. Et là, c'est plus pour des menus enfants, en fait, un peu comme à McDo, sauf que là, c'est dans des fast-food parisiens. Et l'autre maison d'édition, c'est tout récent. Là, par contre, c'est en bénévolat. C'est les éditions Scène. Et en fait, l'éditrice a lancé son entreprise là récemment ou en 2025. Elle essaye de produire les premiers ouvrages. Donc, elle reçoit des manuscrits, elle les lit, elle voit si c'est publiable ou non, s'il faut les retravailler. Tout le travail d'une éditrice, en fait. Et puis là, elle a sorti les un ou deux premiers romans. Là, elle faisait appel justement à des bêta-lecteurs bénévoles. Alors au début, je n'avais pas vu que c'était bénévole. Mais je l'ai contacté, on a discuté et finalement, on s'est mis d'accord pour travailler ensemble.
Le but, c'était vraiment de pouvoir l'aider à lancer son entreprise, parce qu'une fois que c'est lancé, après, une fois qu'elle aura des bénéfices, on pourra collaborer, mais de façon payante. C'était vraiment essentiel pour moi aussi d'aider, parce que dans ce milieu-là, faut plus s'entraider que se tirer dans les pattes, quoi. Et puis même pour toi, après, ça enrichit un peu ton portfolio, Oui, j'imagine. tout à fait. Donc, ça te permettra Le fait de travailler pour une maison d'édition, c'est pas du tout la même chose, parce que autant quand je fais de la bêta lecture avec un auteur direct, je vais prendre des pincettes, mais je vais dire ce que je pense. Alors que là, c'est plus, faut vraiment penser, ok, faut que ça soit rentable. Au-delà de, oui, l'histoire m'a plu, mais faut que ça soit rentable. Et du coup, c'est vraiment pas du tout la même analyse, et c'est pas du tout le même mindset qu'il faut avoir. Ok. Juste revenons peut-être un peu sur tes clients. Est-ce que tu as un client type, globalement, mais vraiment plus en termes démographiques? Non, ça partout en dépend. France. J'en ai même qui m'ont contacté. Alors, on n'a pas pu travailler ensemble, mais du Canada, du sud de l'Afrique. Malheureusement, financièrement, c'était pas compatible parce que, vu que la monnaie, c'est pas la même et qu'il faut faire la conversion, forcément, c'est plus compliqué. Mais sinon, j'ai pu travailler avec plein de gens dans la France, donc autant dans le Pas-de-Calais que vers Toulouse. Donc, c'est vrai que c'est enrichissant. Est-ce que c'est globalement une activité que tu conseillerais? D'être bêta-lecteur? Oui, mais faut savoir dans quoi on met les pieds, quoi. C'est-à-dire si on peut rentrer par exemple un peu dans tout ce qui est chiffres, Oui. est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut espérer en vivre? C'est hyper compliqué d'en vivre. Là, par exemple, alors en plus, je fais de la correction. Là, je suis en train de me former pour faire du maquettage. Donc, il y a vraiment... je cumule en fait les casquettes pour pouvoir me sortir un salaire. C'est très, très compliqué. Là, heureusement, j'ai le droit encore à France Travail, parce que quand on crée son entreprise, on peut cumuler les deux. Donc, c'est vrai que ça aide pas mal à se lancer. Mais non, là, ça fait 1 an que je me suis lancée et je n'en vis pas encore. Ok. Et parmi toutes ces casquettes, il y a aussi celle de la communication, donc de conseil en communication. Est-ce Oui. que tu peux nous en dire plus? Alors justement, j'aide les auteurs à construire toute une communauté. Alors pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de réellement accompagner un auteur de A à Z. Là, j'ai pu accompagner une autrice sur la partie stratégie, parce qu'elle savait pas du tout comment se lancer sur les réseaux, à quel moment, est-ce qu'il faut se lancer au début de l'écriture, ou alors une fois que le livre est sorti, est-ce qu'on fait la promo du livre pendant qu'on l'écrit, alors qu'il va sortir dans 1 an et demi. Enfin bref, il y a tous ces aspects-là que, elle était totalement paumée, quoi. Et donc, on a organisé un appel. Et là, vraiment, il y a... avant, j'envoie un questionnaire pour comprendre ce que la personne veut exactement pour ses réseaux. Donc, des inspirations d'autres comptes, ce genre de choses. Et là, on discute stratégie. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quel type de contenu on peut faire pour attirer les gens, qu'est-ce qui fonctionne, parce que ça, à côté, je suis une très grande consommatrice de réseaux sociaux, donc je sais ce qui fonctionne, et c'est sûrement pour ça aussi que mes réseaux sociaux fonctionnent aussi. Donc il y a cet aspect-là, mais je propose aussi donc de la création de contenu, je propose de la création de stratégie, mais forcément, c'est des montants beaucoup plus élevés que de la bêta lecture ou de la correction, puisque c'est un accompagnement de réseaux sociaux. Mais il y a un vrai besoin aujourd'hui. Oui. Pour ça, pour les auteurs, pour apprendre à communiquer. C'est très très compliqué, surtout c'est un métier, je veux dire, ça s'improvise pas. Surtout pour les auteurs, parce que les auteurs indépendants, autant se publier en maison d'édition, c'est la maison d'édition qui fait la communication. Et encore, ça dépend des maisons d'édition. C'est vrai que c'est très compliqué de se lancer dedans, surtout quand on n'aime pas ça. Et c'est pour ça aussi que je propose ça, parce que le but, c'est vraiment d'accompagner l'auteur. Donc peut-être tu vas aussi essayer d'un peu plus de cibler dessus, ou tu restes toujours sur tout ce qui est bêta lecture et... Alors, c'est quoi la stratégie, je le fais, globalement? j'en parle plus. De base, c'est vraiment bêta lecture et correction et maquettage, du coup. Mais j'en parle à mes clients quand je vois que, ok, tu pars dans l'autopublication, sache que je propose aussi cet accompagnement-là, en plus de l'accompagnement, parce que à la fin de mes prestations, j'envoie aussi un dossier de soumission type, on va dire. Comme ça, les auteurs peuvent compléter le dossier et envoyer les pièces. Alors après, ça dépend des maisons d'édition, mais au moins, ils ont déjà un dossier type. Et là, quand je sais qu'un auteur va s'auto-publier, généralement, je propose aussi du coup l'accompagnement éditorial sur la partie communication.
Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et vu qu'un auteur, le métier d'auteur, c'est précaire, pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion de proposer ce genre de choses. C'est un peu dommage parce que c'est à la fois vital pour permettre son développement d'activité d'auteur, mais à la fois ça coûte du temps et de l'argent. En fait, c'est un cercle. Je veux dire, faut investir dedans, mais investir, ça coûte cher. Mais après... et sans investir, ça décolle pas. Ouais, c'est ça. On reste... Ouais. Non, c'est dommage. Pour revenir un peu sur tes expériences de bêta lectrice maintenant, on t'a déjà proposé un livre écrit par IA. Oui. Comment est-ce que tu as reconnu déjà le style de l'IA? Alors, j'ai même pas eu l'occasion de lire le manuscrit. La personne tout de suite m'a dit, voilà, je voulais un mélange entre Pirates des Caraïbes et je sais plus quoi. Et elle m'a dit, j'ai envoyé ça à ChatGPT et puis il m'a écrit les premiers chapitres. Là, tout de suite, je lui ai dit non, ça va pas se passer comme ça, parce qu'elle voulait elle m'avait envoyé les premiers chapitres par message, et à la fin, elle me disait, voilà, est-ce que tu peux me donner ton avis et tout. Donc là, je lui ai dit non, mais je ne vais pas lire ce que l'IA a écrit, surtout si l'idée, ça vient même pas de toi, en fait. Donc là, tout de suite, elle m'a dit, mais même si je te paye, non, c'est hors de question que... Et du coup, j'ai prévenu sur les réseaux sociaux que je ne voulais plus avoir ça dans mes messages parce que je ne cautionne pas du tout ça. Et c'est quoi la position? Enfin, pourquoi tu ne cautionnes pas ça, justement? Parce que vraiment, je trouve qu'on perd ce côté humain comme on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, côté humain, l'écriture, c'est un art, de mon point de vue. Et ce qui fait que c'est un art, c'est que c'est vraiment un humain qui était derrière, autant dans la conception que dans l'écriture, et surtout dans l'écriture. Je veux dire, chaque auteur a sa plume, il peut y avoir des similitudes, mais les mots qui vont être utilisés et la façon de tourner les phrases, c'est ce qui fait que toute la beauté d'un livre, je trouve. Moi, quand je lis, j'adore décortiquer les phrases et voir que chaque mot a été pensé. Et dans le ChatGPT, en fait, le problème, c'est pas réellement son écriture, c'est vraiment écrire tout un roman avec. S'il n'y a pas de structure derrière, c'est très compliqué. Et on peut avoir des centaines d'incohérences juste entre deux paragraphes, quoi. Et c'est là que c'est problématique. Et je trouve justement qu'on perd cette essence de... on a travaillé dessus et en fait, non, il n'y a personne qui a travaillé dessus, quoi. C'est que l'IA. Mais comment est-ce que tu expliques qu'une personne ait envie d'écrire son livre avec IA? C'est-à-dire qu'on peut se dire que généralement la personne va prendre du plaisir à écrire parce qu'il y a tout le travail, tous les processus derrière. Qu'est-ce qui a amené cette personne à se dire j'ai envie même de te payer pour que tu lises? C'est selon toi? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Parce que en fait, je me dis, à partir du moment où on a envie d'écrire, c'est qu'on a vraiment envie de poser soit le stylo et d'écrire, soit de taper à l'ordinateur et de sélectionner ses mots et de construire ses phrases. Pour moi, c'est vraiment ça, l'envie d'écrire. L'envie d'écrire une histoire juste pour partager, on va dire, quelque chose qui a été imaginé de A à Z, mais pas l'écrire soi-même, autant faire appel à un prête-plume dans ce cas-là. Ça coûtera plus cher après. Oui. Mais au moins, on ressent, je trouve qu'on a vraiment ce côté, on ressent les émotions plus qu'écrit avec l'IA. Ok. Est-ce que l'IA te fait peur? Surtout Moi, par rapport non. à ton travail? Non, parce que je pense qu'il sera incapable. Alors, autant on trouve les incohérences, je pense que oui, il peut le faire, même aujourd'hui. Autant corriger et sélectionner, parce que dans la correction, il y a vraiment cette partie reformulation aussi, où on va glisser des indices via les mots. C'est quelque chose de très minutieux, et je pense pas que l'IA sera capable de le faire. Trouver les fautes, oui. Mais trouver les fautes, c'est 10% du travail. Il y a vraiment cet aspect de... Quand on corrige une fantaisie, par exemple, il y a tout le background à prendre en compte. Il y a des mots qui ont été créés par l'auteur. Dans ces cas-là, il faut les utiliser. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment que l'humain pour avoir cette subtilité, qu'on ressente en fait le travail du détail. D'accord. Donc presque celui de l'orfèvre. Ouais. Okay. Donc ça, non, je suis pas inquiète là-dessus. En tout cas, pour le moment, on verra plus tard. Donc, tu te formes au maquettisme, la communication. C'est quoi tes autres projets pour 2026? Alors, j'avais un projet d'écriture
Mais je sais pas si je pourrais me poser dessus finalement parce que ça me prend énormément de temps la bêta lecture et la correction. Déjà si j'arrive à maqueter un livre, ça sera énorme. Et si j'arrive à écrire mon premier jet, ça sera super. Maqueter, si tu peux nous expliquer un peu pour... Oui, alors en fait c'est toute la mise en forme d'un livre, donc l'intérieur, parce que l'extérieur généralement c'est fait par des graphistes pour avoir une belle couverture. Donc là, c'est vraiment mettre en page le livre pour qu'il respecte le code typographique français. Donc ça va être toutes les règles avec les marges, les numéros de pied de page, les titres, si on veut mettre des illustrations de titres sur les premières pages de chapitres, ce genre de choses. Et c'est très important parce que c'est grâce à ça on doit penser à, comment ça s'appelle, au confort de lecture. Donc l'interligne, ça va jouer. Le fait de commencer sur la page droite un nouveau chapitre, ça va jouer. Mais forcément, tout ça coûte plus cher. Donc il y a certaines maisons d'édition qui font l'impasse dessus. Mais du coup, ça va être toute cette partie réflexion de comment on va mettre en page le livre. Et il y a vraiment un échange avec l'auteur qui est fait, de savoir, alors là on parle en autopublication, de savoir qu'est-ce que tu veux offrir à tes lecteurs en termes de visuel, en plus des règles qu'il faut respecter. Et par rapport à ton premier jet, à quel point est-ce que ton activité de bêta lectrice va te permettre peut-être de mieux écrire ou te donner plus de réflexes? C'est quoi la position dessus? Globalement, est-ce qu'un bon bêta lecteur est un bon auteur? Je pense que ça peut aider, parce qu'on sait sur quoi comme je disais tout à l'heure, les personnages, l'intrigue, les descriptions, le dialogue, on va faire attention un peu plus à ça qu'un auteur qui se lance dans son premier roman et qui n'y connaît absolument rien et qui ne s'est pas forcément renseigné, ou alors qui se renseigne sur le tas. C'est vrai que peut-être ses premiers chapitres ils vont pas être super, et puis plus on écrit, plus on se renseigne, ça va être mieux. Là vraiment on a cet aspect de ok, la technique je l'ai, maintenant il faut plus que je l'applique, mais ça c'est encore une autre histoire, et trouver sa plume c'est pas évident. Si un jeune auteur nous écoute, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire absolument avant de t'envoyer son manuscrit? En bêta lecture. Dans la conceptualisation du roman, ou vraiment avant Avant son envoi, c'est-à-dire peut-être pour te faciliter la tâche aussi. Alors déjà, s'il y a des fautes, moi je m'en fiche. Je suis pas là pour juger la personne. Par exemple, mon conjoint est dyslexique. Donc je sais que ça peut être compliqué, et surtout il y a des auteurs qui sont dyslexiques aussi. Et c'est pas leur métier de pas faire de fautes. Donc ça, c'est pas grave si je reçois un manuscrit avec des fautes. S'il est mal mis en page, c'est pas grave non plus, parce que c'est pas ça que je regarde, c'est vraiment le fond. Par contre, au moins, ce qui peut m'arranger, c'est le chapitrage, pour que je puisse naviguer plus facilement, ou au moins le numéro de page, au moins. Comme ça, après, moi, je peux facilement faire le planning prévisionnel. Mais sinon, après, non, il n'y a pas de prérequis ou de conseils à donner. Le tout, c'est que ça soit fait avec le cœur. Et quels conseils tu donnerais à une personne qui nous écoute, qui aimerait travailler dans le monde du livre et peut-être dans la bêta lecture? Déjà, se renseigner sur toute la chaîne du livre, se renseigner sur la rémunération de chaque personne qui travaille dans l'édition. Et il va voir déjà que là, ça va être compliqué d'en vivre, même en maison d'édition. Et avoir la passion. Je pense que c'est ultra important, en fait. Merci beaucoup, Chloé. On peut te retrouver sur Instagram et TikTok. Oui. Plume-du-8 et -du-8 manuscrit. Voilà, donc très simple. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dans 2 semaines.